On en parle et on en débat avec nos deux invités. Andrea Cotarac, bonjour. Porte-parole du Rassemblement national, conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alexis Izard, bonjour. Bonjour. Ancien député Renaissance dans l'Essonne. 8h34 sur Sud Radio, je le disais. Est-ce que le soutien de la France à Israël est crédible? Est-ce que la France a raison de vouloir maintenir au plus vite, je dis au plus vite, je cite Emmanuel Macron, toujours dans le Parisien aujourd'hui, la reconnaissance de l'État palestinien d'ici quelques jours ou quelques semaines? Ça fait partie des questions qu'on va se poser. Mais avant ça, la France qui affirme qu'Israël a le droit de se protéger contre la menace représentée par l'État iranien, la République islamique d'Iran, et la France qui ajoute qu'elle appelle les deux parties à la retenue afin d'éviter une escalade. Pardon, mais on est déjà dans l'escalade, Alexis Izard. Alors elle a le droit, elle a le devoir de se défendre aussi. Il faut rappeler qu'il y a un danger également pour l'Occident dans cette guerre entre ces deux pays. Il faut savoir que l'Iran a accéléré l'enrichissement de son nucléaire. L'Iran possède des missiles à longue portée qui pourraient atteindre un pays comme la France. Il faut le rappeler. Donc, Israël a raison de se défendre. Elle a attaqué, je le rappelle, des zones militaires là où sa population civile est attaquée. Est-ce qu'Israël se défend ou est-ce qu'Israël attaque pour le coup? Israël se défend depuis le 7 octobre, ça c'est une évidence. En revanche, cette escalade, elle a été décidée par Israël et pas par l'Iran. Oui. Je ne me fais pas porte-parole des décisions militaires. Vous êtes porte-parole de vous-même. Voilà, des décisions militaires d'Israël, mais en l'occurrence, lorsqu'elle attaque les bases militaires, c'est parce qu'elle anticipe des attaques qui arriveraient. Donc c'est une défense qui ont anticipée. longtemps été promises d'ailleurs par le régime des Mollahs, faut le rappeler. Bien sûr. Andrea Cotarac. Je pense qu'il faut revenir à la source. J'ai lu ce que disait le conseiller là, de M. Netanyahou, Meir Habib, qui explique sur Twitter, eh bien écoutez, M. Trump avait donné 60 jours à l'Iran pour faire un deal. L'Iran a refusé, 61e jour, on attaque. Je considère que ce n'est pas des négociations, ça. C'est un ultimatum. Et chez les Américains, c'est souvent le cas. On se souvient de l'Irak. Rendez-nous, donnez les armes de destruction massive, sinon on vous attaque. Les Irakiens ont dit, mais on n'en a pas. Bon, on va vous attaquer. Avec la Serbie, c'était pareil. Les accords de Rambouillet. Acceptez de vous séparer les Serbes de 17% de votre territoire. Si vous ne voulez pas, on vous attaque. Vous parlez du Kosovo. Ça s'appelle des ultimatums. Donc, quand M. Trump dit il faut un deal avec l'Iran, je suis parfaitement d'accord avec M. Trump, parfaitement d'accord avec les Israéliens, parfaitement d'accord avec les Iraniens, c'est pas la question. Sauf que les Israéliens n'ont pas cherché un deal. Là, pour le coup, ils ont frappé en considérant que le régime des Mollahs ne voulait pas de ce deal. C'est ce que je vous dis, que c'est un ultimatum. Et c'est pas comme ça qu'on agit diplomatiquement. M. Trump avait un accord entre les mains lors de la précédente mandature. C'était un accord des Français, c'était un accord des Iraniens qui avaient signé, des Américains, des Allemands, des Britanniques qui avaient dit, bon bah voilà, on est tous d'accord, l'Iran va être contrôlé sur son enrichissement d'uranium, il y aura des inspecteurs de l'AIEA qui vont aller contrôler sur leur territoire, dans les centrales, ce qu'ont accepté les Iraniens, et parallèlement, nous allons ouvrir l'Iran, en tout cas l'économie iranienne, lui donner de l'oxygène, et tout le monde était d'accord. Celui qui a déchiré cet accord, il s'appelle M. Trump. Lors de et son donc il y a une premier incompréhension, je pense qu'il ne faut pas regarder les choses comme ça le jour J, mais regarder ce qui s'est passé avant, et manifestement, pour le coup, c'est ni les Israéliens ni les Iraniens qui sont fautifs, c'est les Américains. Oui, sauf que pour le coup, le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique l'a révélé, on a découvert quand même des sites d'enrichissement qu'on ne connaissait pas, du stockage qu'on ne connaissait pas, ce qui veut dire que l'Iran ne jouait pas le jeu non plus. Alexis Izard, on va débattre et vous allez répondre. Et c'est effectivement un danger pour la planète entière. Donc, c'est pour ça que ces attaques, même si je ne vais pas ce matin les légitimer, elles avaient réellement un sens et la crainte, elle était réelle. Les attaques israéliennes. Les attentes étaient réelles. Il y avait une réelle crainte d'escalade qui était été annoncée malgré le fait que le régime iranien disait qu'il ne souhaitait pas l'arme nucléaire. C'est un fait, on le découvre aujourd'hui, ces armes existaient. En tout cas, les armes n'étaient pas tout à fait prêtes, mais elles étaient prêtes à exister. Et l'Iran était sur la voie. À longue portée, je le rappelle. À longue portée. Donc l'Iran avait des vecteurs, l'Iran voulait fabriquer une bombe, et l'Iran aurait pu se doter de missiles nucléaires. Si je vous écoute, la version israélienne. Oui, ça c'est la version israélienne. Les Iraniens n'ont jamais dit ça. Est-ce que ça veut dire, parce que vous êtes porte-parole du Rassemblement national, Andrea Cotarac, que le Rassemblement national condamne publiquement les frappes, les opérations israéliennes menées en Iran il y a 2 jours? Mais Marine Le Pen a toujours défendu le droit international. Vous vous souvenez, sur la Libye, sur l'Irak, sur la Serbie, sur toutes les interventions qui ont d'ailleurs mené à la catastrophe. La Libye, c'est aujourd'hui la Somalie, un terre pour djihadistes. L'Irak, c'est la création de Daesh. Donc Marine Le Pen a toujours eu raison de s'opposer aux interventionnismes. Là, en l'occurrence, et c'est pour ça que je ne vais pas parler, on en parlait tout à l'heure avec M. Izard, on a la même philosophie. On ne va pas faire un match de foot avec les très gentils et les très méchants. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'il y a des
lieux de stockage d'uranium, des lieux radioactifs qui ont été frappés. Ouais. Je vous rappelle que ça s'appelle un crime en matière de droit de la guerre. Souvenez-vous, sur l'Ukraine, j'étais le premier à m'inquiéter que la centrale de Zaporizhzhia ne soit pas frappée ni par les uns ni par les autres. Et l'AIEA, si on suit encore une fois le droit international, a fermement condamné Israël parce qu'on ne bombarde pas des centrales nucléaires, et l'inverse est vrai aussi. Les Iraniens ont tenté de frapper une centrale nucléaire au sud d'Israël. C'est extrêmement grave, on ne peut pas accepter cela, et je pense qu'il faut revenir à des négociations diplomatiques. Il faudrait, sans, on va dire, rendre cette situation dans une escalade incontrôlée. Je pense que Israël et l'Iran, en tout cas le peuple israélien et le peuple iranien se connaissent très bien depuis des milliers d'années, beaucoup plus qu'on ne l'imagine ici sur ce plateau ou à Paris. On l'imagine assez bien. Très bien. Et d'ailleurs, vous regardez là ce que dit M. Netanyahou, ce que dit M. Meyer Habib, ou inversement chez les Iraniens, ils parlent de leur adversaire comme d'un grand peuple. C'est quand même assez étonnant. Oui. Donc ils se connaissent très bien, peut-être même qu'ils se connaissent 3 ou 4 000 ans avant même que les États-Unis de M. Trump ou d'Obama ne naissent. Certes. Voilà. Après, on connaît aussi très bien le régime des mollahs iraniens, qui est un vieil ennemi d'Israël, de l'Occident en général, et de la France en particulier, puisqu'il nous comparait au petit Satan, si je cite l'ayatollah Khomeini. Est-ce qu'Israël, vous parlez de droit international, alors parlons vrai sur Sud Radio, est-ce qu'Israël a eu raison, malgré tout, d'éliminer une bonne partie de l'état-major iranien? C'est ce qui s'est passé quand même, il y a 2 jours. On est sur Sud Radio, parlons vrai, allons au bout de la question. Est-ce qu'Israël a eu raison d'éliminer monsieur Salami, qui était le leader des gardiens de la révolution en Iran? Honnêtement, je ne sais pas. Mais l'enjeu aujourd'hui, il est certain, c'est la désescalade, et c'est d'essayer de trouver une solution. Après des gestes pareils. C'est jamais compliqué si l'ensemble des pays occidentaux essaient de négocier également pour la reconnaissance réciproque et pour... je le rappelle parce qu'on va certainement en parler juste après de l'annonce de reconnaissance de l'État palestinien. C'est une reconnaissance aussi par les pays arabes de l'État israélien. C'est que ces 2 pays puissent vivre en sécurité. C'est réellement l'enjeu aujourd'hui. Et le débat de ce matin, moi je m'en réjouis, il montre bien une chose, c'est que il n'y a pas d'import du conflit à faire dans notre pays. Il faut résoudre ce conflit de manière diplomatique, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup d'incidents qui peuvent arriver en France à cause de ce conflit-là. Je parle d'incidences évidemment militaires, mais aussi économiques. Ouais. On le voit, suite à l'attaque, le cours du pétrole, il a pris près de $10. $10, quelque chose de classique. Avec un conflit qui se pérennise, c'est un baril autour de $100, et donc le prix au litre à 2 €. Il y a l'aspect militaire, il y a l'aspect économique, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Oui. Andrea Kotaraki. Oui, je vais même aller au-delà, c'est que les autorités iraniennes hier soir ont annoncé qu'ils bloquaient le détroit d'Ormuz, où une grande 20% du fret, pétrolier. Je rappelle que l'Iran, c'est la 2e réserve de gaz au monde, c'est la 4e réserve de pétrole, c'est la 1re réserve de lithium. Bien évidemment qu'ils ont un levier, c'est à la fois de bloquer Hormuz, mais à la fois de pousser les Houthis au Yémen à bloquer aussi le canal de Suez. Donc effectivement, la conclusion de tout ça, c'est que les prix vont exploser à la pompe. C'est peut-être pas une raison pour laisser le régime des mollahs faire et dire tout ce qu'il veut, on est d'accord. Moi, je ne partage pas le régime des mollahs, je vous rappelle que c'est une théocratie, et que moi je suis un laïc. Donc je ne suis pas comme les autres à avoir une variable d'ajustement. Moi je suis un laïc, et donc je réfute toute théocratie, quelle qu'elle soit, tibétaine ou iranienne. Tibétaine ou iranienne, le Dalai Lama appréciera pour cette balle perdue. Revenons maintenant au débat plus franco-français. Emmanuel Macron qui souhaitait reconnaître officiellement l'État palestinien le 18 juin prochain lors d'une réunion qui devait avoir lieu à l'ONU. Cette réunion, évidemment, elle est repoussée. Il se trouve en plus qu'un certain nombre d'États arabes n'étaient pas pressés d'avancer en ce sens et en direction de l'État hébreu par ailleurs. Est-ce que la France a raison de vouloir maintenir au plus vite sa reconnaissance de l'État palestinien, Alexis Isard? C'est la seule sortie cohérente à faire et il faut la préparer. Évidemment, on entend beaucoup dans les commentaires dire que c'est trop tôt, mais non, il n'est jamais trop tôt pour s'y préparer. Il faut voir les conditions derrière. Les conditions, c'est la démilitarisation, de supprimer le Hamas, d'organiser des élections, et dans ces conditions-là, avec une reconnaissance réciproque des États de Palestine et d'Israël, on peut arriver vers une paix durable. C'est le plus important et c'est la seule solution viable. Emmanuel Macron qui a reçu d'ailleurs une lettre en ce sens du patron de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Andrea Kotarak. Oui, Mahmoud Abbas, on l'a vu, et je crois que Marine Le Pen en a parlé aussi, a vivement critiqué le Hamas. Vivement critiqué le Hamas. Il est palestinien, il est de Cisjordanie. On sait que son territoire est quand même à on va dire des affrontements, en tout cas à des problèmes avec Israël, certes, mais il critique vivement le Hamas. Et je pense qu'il faut écouter Mahmoud Abbas parce que c'est un laïc et parce que lui aussi a une vision sur la Palestine. Bien évidemment que nous sommes pour la reconnaissance de
la Palestine, en tout cas d'avoir 2 États qui vivent en paix. C'est la position du Rassemblement national. Maintenant, est-ce qu'on peut les reconnaître avec le Hamas à la tête à Gaza? Non. Donc ça veut dire, précisément pour votre position, est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est encore trop tôt parce que pour reconnaître la Palestine, parce que le Hamas existe toujours, ou au contraire, il faut y aller pour légitimer l'autorité palestinienne? Nous ne voulons pas valider l'islamisme sunnite. Qu'il est là. Moi, j'ai pas de peur de dire que, même si je suis pour la paix, vous avez entendu tout à l'heure, entre l'Iran, Israël, etc., je ne légitimerai jamais une organisation terroriste. Par ailleurs, vous venez de dire que Mahmoud Abbas était un laïc et c'est l'autorité palestinienne qu'on reconnaît, si on reconnaît l'État palestinien. Donc, est-ce que vous soutenez ou non cette reconnaissance de l'État palestinien? Reconnaître l'autorité palestinienne, il n'y a aucun problème. Et je me pose une question, ça fait 75 ans qu'il y a un conflit et ça fait 75 ans qu'il n'y a pas de force de l'ONU. Vous savez, dans d'autres pays, ils auraient dit, écoutez, on reconnaît la Palestine telle qu'elle. Et concernant Gaza, c'est les casques bleus, c'est une zone bleue, autonome, où l'aide humanitaire peut passer avec les casques bleus. Vous êtes pour le fait de reconnaître l'autorité palestinienne comme un État palestinien? Pour l'instant, il y a le Hamas est toujours là. Pour l'instant, à Gaza, pas en Cisjordanie. Oui, mais vous savez bien que tout ça est très petit et que c'est à 20 minutes en taxi entre les deux. Donc par ailleurs, Marine Le Pen a été très claire et Jordan Bardella aussi. Concernant le Proche-Orient, ce qui est autre chose que le nucléaire, je ne vais pas tout mélanger, il faut la libération des otages. Je vous rappelle que il y a une toujours promesse en ce sens a été adressée pareil par Mahmoud Abbas à Emmanuel Macron, même si libération des otages, 2, éradication du Hamas, et 3, on va dire, sauver une population gazaoui qui, objectivement, n'a pas d'aide humanitaire qui rentre depuis le 3 mars dernier. Je rappelle quand même que ça a des conséquences, puisque à la frontière entre Gaza et l'Égypte, de nombreux Égyptiens ont tenté de forcer le blocus de l'Égypte pour faire rentrer l'aide humanitaire. Donc vous voyez que c'est toute la région qui, en ce moment, est à feu et à sang. Et sur la libération des otages, l'éradication du Hamas et sauver la population palestinienne gazaoui, aucun de ces objectifs n'est rempli pour l'instant. Pour l'instant, non. C'est pour ça que la situation est très difficile sur place. Le mot de la fin avec vous, Alexis Isard. Alors, il faut évidemment la reconnaissance de l'État palestinien après ce processus-là, libération des otages, démilitarisation, organisation d'élections. Et c'est après l'organisation de ces élections, c'est extrêmement important. Il faut rappeler qu'aucune élection ne s'est tenue en Palestine. Donc, après l'organisation de ces élections et une nouvelle force politique représentée, là, on pourra reconnaître l'État avec une reconnaissance réciproque. J'insiste, c'est très important. Même si ces élections accouchent d'un pouvoir islamiste qui aurait été élu, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est arrivé en Égypte il y a quelques années. C'est vrai, c'est le risque, mais c'est la démocratie. C'est la démocratie. Ce sera le mot pour vous aussi, Andrea Cotarac? Oui, je pense que démocratie, apaisement, accord, négociation, plutôt que ultimatum, islamisme, otage et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Bon, mais on restera sur ce vœu pieux pour une fois partagé, tiens, dans le studio de Sud Radio. C'est ça être français. Ça doit être ça, effectivement. Bon, on va vite revenir à nos vieux réflexes, je pense, quand même, si c'est aussi ça être français. Merci à vous, Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement national, conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous, Alexis Isard, ancien député Renaissance de l'Essonne.